Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, l'hydrométéorologie au service de la sécurité publique. Les maraîchers comptent sur les marchés de proximité pour prospérer. C'est la semaine de la santé mentale du 1er au 7 mai prochain. Rencontre avec la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Et enfin, Yves Desgagnés veut faire vivre le théâtre au Charlevoixien. Bonne émission. Avec la fonte des neiges, les risques d'inondation augmentent et j'en parle avec Alain Gravel, qui est le directeur de la sécurité publique et du service d'incendie de la ville de Baie-Saint-Paul. Vous allez voir, la ville a mis en place beaucoup de moyens qui permettent de bien surveiller le niveau des eaux. Alain Gravel, bonjour. Bonjour. On va parler d'hydrométéorologie ensemble, mais avant, j'aimerais qu'on fasse un peu le point de la situation sur comment ça se passe dans nos rivières en ce printemps et en cette fonte des neiges. Quelle est la situation actuelle? En ce moment ici, là, c'est bien. C'est comme depuis plusieurs années, le couvert de glace qui est dans la rivière du Gouffre en bas fond avant le haut. Ça, c'est une remarque qu'il faut avoir à chaque année. Donc, il faut que la glace se libère. Fait que la glace s'est libérée au mois de mai, fin mai. Fait que déjà là, ça améliorait. Ça, on parle d'abord du secteur du quai à Baie-Saint-Paul. Du quai, puis je dirais jusqu'au centre-ville. OK. Donc, il faut que la glace d'abord se libère dans le bas de la rivière. On a toujours eu une vieille remarque qui me vient des gens qui étaient là avant moi. Le 9 avril, il faut que la glace soit partie à Baie-Saint-Paul. OK. Fait que ça, c'est avant les grands marées. Parce qu'on a toujours des grands marées au mois d'avril. Oui, OK. Fait que les grands marées, vous comprendrez que si la marée est très, très haute, s'il y a encore de la glace et il y a de la pluie ou les hautes descentes, bien, c'est là qu'on va avoir une problématique. Mais depuis beaucoup d'années, on n'a pas cette problématique-là parce que ça fond. On le voit encore aujourd'hui, c'est froid. Fait que ça fond tranquillement dans les hauts. Le bas a fondu. Fait que, donc, on n'envisage pas de situation d'urgence cette année à Baie-Saint-Paul? Non. Les seules situations, parce qu'on en parle un peu moins, c'est des glissements de terrain qu'on a sur la rivière du Gouffre. On a plusieurs, on a toutes les années. Ça ne met pas en danger les gens, mais c'est toujours impressionnant. Ça, c'est dû au niveau de la rivière qui vient Il y a ça aussi, les pluies abondantes du printemps, parce que les fonds de la neige... Et on en a eu la semaine dernière, quand même. On en a eu une, effectivement. Mais ça ne vous empêche pas, ça, de mettre à jour les informations puis de travailler en temps réel sur nos rivières et sur nos niveaux d'eau. Parlez-moi un peu de ce que c'est comme installation de sécurité civile. Qu'est-ce qu'on fait pour être bien au fait de ce qui se passe dans nos rivières? Bien, effectivement, le site qu'on a mis en place, c'est pour être en amont de l'événement. On ne peut pas être 2, 3, 4, 5 jours en avant, mais on sait que la pluie qui s'en vient, donc on est capable de faire une surveillance de hauteur de rivière, de caméras en direct, la météo, parce que bien souvent, il va pleuvoir dans les hauts. Baie-Saint-Paul est un bassin versant. Oui. Donc, il va commencer à pleuvoir dans les hauts et puis il ne pleuvra pas en bas. On va avoir 50 mm de pluie dans les hauts, puis en bas, on n'aura rien, puis en haut... Donc, vous avez développé des outils qui vous permettent de voir clair là-dedans. Des outils avec des alertes même de ça, parce que quand les sondes de rivière atteignent un certain niveau, donc on a une alerte sur notre téléphone. La technologie le permet maintenant, c'est formidable, ça. Mais par ailleurs, vous avez également un rôle de prévention, ce qui fait que vous faites également des efforts pour qu'on se prépare au cas qu'il arrive quelque chose. Bien, effectivement. On parle d'une trousse là, que vous êtes la trousse, on en parle, on en voit souvent à la TV, tout le monde parle de la trousse 72 heures. Donc, comment se préparer? Il faut voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme problématique. On comprend que les gens qui risquent que la rivière de bord, qu'il y ait une inondation, ce ne sera pas la même affaire que les gens, mettons, qui restent à Saint-Antoine, qui n'a pas de rivière. Donc, fait que, ils ont préparé une évacuation. Comment est-ce qu'on se prépare à évacuer notre maison? Fait que les petites trousses, bien souvent, ce que je dis aux gens, préparez-vous. Sur le site Internet de la Ville de Baie-Saint-Paul, il y a un checklist dessus. Bien justement, allons-y, parce que vous avez fait l'effort de mettre beaucoup d'informations disponibles à la population, notamment là, avec hydrométéocharlevoix.net, qui est là, ça c'est les niveaux de rivière, mais également la trousse. Allons-y, montrez-moi ça à partir du site de la Ville de Baie-Saint-Paul, voir qu'est-ce qu'on a. Pour retrouver toutes ces informations-là, pas compliqué, on va sur le site de la Ville de Baie-Saint-Paul. Oui. Donc, en ouvrant le site de la Ville de Baie-Saint-Paul, vous descendez un petit peu, il y a déjà un onglet qui est marqué « Surveillance de rivière ». Oui. Donc, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur sa page web-là. Mais avant ça, vous pouvez retrouver
un petit peu plus bas, mesures d'urgence. Ça, c'est là que je dirais aux gens d'aller en premier. Donc, Parce que c'est là qu'on retrouve, entre autres, des informations sur la trousse des 72 heures. Là. Et beaucoup d'informations sur des mesures d'urgence, des explications des sites. Les gens vont pouvoir aller à l'intérieur, aller lire. Cliquez-nous là-dessus, montrez-nous ça. Donc, si on va dans les mesures d'urgence, encore là, il y a les numéros d'urgence à composer en cas de sinistre. Oui. Vous avez le numéro de la Ville de Baie-Saint-Paul, que tout le monde connaît, les travaux publics, puis du service incendie. Donc, c'est des numéros 24 heures sur 24, ce qui concerne les travaux publics et le service incendie. Et un petit peu plus bas, vous allez avoir d'autres onglets où vous allez avoir un plan municipal de la sécurité civile qu'on a mis, que les gens peuvent prendre connaissance, l'organisation. Ça, on va là avant qu'il arrive quelque chose. Oh, oui, effectivement. Effectivement, on va avoir aussi dans ça un plan de sécurité, un plan particulier d'intervention en cas de séisme. OK. Oui, qu'il y a beaucoup d'informations quoi faire, comment s'il arrive un séisme. Donc, c'est qu'on a fait ça en 2013 pour préparer les gens en cas de séisme. On se souvient on est dans une zone sensible. Oui, des épisodes avec l'hôpital. Oui. On a aussi la trousse d'urgence qui est là et des articles essentiels en cas d'évacuation. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Oui. Dans ça, vous allez avoir les trousses d'urgence pour la maison. Qu'est-ce qu'on a besoin? Il faut penser aussi, là, qu'est-ce qui arrive comme problématique? On se souvient de perdre le courant. Oui. On est-tu en hiver? On est-tu en été? On a-tu de l'eau? C'est ça? C'est-tu l'eau potable qu'on a perdue? C'est quoi l'événement qu'on a? Mais au-delà de là, on peut se préparer des petites trousses très faciles, où il y a tout ce que vous avez besoin d'avoir, eau potable, nourriture non périssable. Ça nous permet de survivre 72 heures, c'est l'objectif. C'est ça, préparer. OK. Moi, je dis souvent aux gens, quand ils m'en parlent, écoutez, vous partez en voyage, vous partez pour plusieurs jours, quelques jours, bien, vous avez déjà une petite checklist, brosse à dents, médicaments. C'est la même chose. Si on vous dit d'évacuer votre maison pour 72 heures, c'est pas là, j'emmène quoi? C'est là d'avoir un petit rappel, des petits rappels qu'on a mis là pour les gens. Lampe de poche, chandelle, briquet, trousse de premiers soins. Et ça, avant d'utiliser cette trousse-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant savoir qu'est-ce qui s'en vient en matière d'hydrologie, en matière de météorologie. Effectivement. Et c'est là qu'on s'en va sur, on vous appelait ça, hydrométéocharlevoix.net. Exactement. Okay, à la même place, donc, il faut juste revenir d'un lien. Donc, à la même place ou sur la page d'accueil, il y a Surveillance des rivières. Donc, on s'en va sur le site Surveillance des rivières. Et là, qu'est-ce qu'on voit une fois qu'on arrive là? Là, on voit ce que vous voyez en ce moment ici. Donc on a des caméras, on a des stations hydrologiques, puis on a des stations météorologiques. Il y a 3 genres de stations. Effectivement. Expliquez-nous ça un peu. Donc, si on commence la première station, le premier onglet, qui est les stations hydrologiques, c'est les sondes de rivière qu'on a installées à différents endroits stratégiques pour nous donner des niveaux de rivière en temps réel. Des niveaux de rivière. Des niveaux. Et non pas des... Est-ce que ça vous donne également le volume d'eau? On a l'historique. Avec des calculs, on est capable de voir même la vitesse, tout ça, les volumes. OK, le nombre au pied cube, là, comment ça se déplace? Mais pour les gens, c'est la hauteur. C'est toujours ça. Rendu à quelle hauteur? Mais nous autres, en arrière de ça, il y a une plateforme où on comptabilise toutes les données, puis ils servent. On a eu le MTQ a eu besoin de nos données à un moment donné pour savoir les hauteurs, tout ça. Ça fait que ça sert à beaucoup de personnes. Mais pour les gens qui vont consulter, c'est la hauteur. Fait que si j'en ouvre une qui est, mettons, la rivière du Gouffre, sur la 362, donc le pont Leclerc. Qu'est-ce qu'on a comme information? Là, qu'est-ce qu'on a? On a les 2 dernières semaines. Vous allez voir, si on fait le curseur, vous allez voir les hauteurs de rivière qu'on a. Puis en dernier ici, la hauteur en ce moment de la rivière, tout simplement. Alors ça, c'est pour les stations que vous appelez les stations hydrologiques. Hydrologiques. Sur ça, nous autres, on a à la ligne verte que vous allez voir, c'est surveillance. Quand le niveau monte à cette hauteur-là, on a une alerte sur nos téléphones, dire « Hey, ta rivière est haute. » Oui. Puis on a un autre débordement qu'on ne voit pas parce que le graphique va s'ajuster. Donc, on a les 2 dernières semaines et on a aussi des données historiques qu'on garde.
Donc, et ça, c'est vos fameuses lignes, 0-20 ans puis 0-100 ans. Et voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Pouvez-vous nous expliquer? C'est les ça, zones d'inondation? D'inondation, 0-20 ans, 0-100 ans. Donc, ce que le ministère, bien souvent, va nous refaire les zones inondables. Donc, on connaît les quartiers ici à Baie-Saint-Paul qui sont plus sensibles sur les inondations. Où ça arrive une fois aux 20 ans? Une fois aux 20 ans, une fois aux 100 ans. Ça c'est vraiment le ministère qui a établi ces zones-là. L'historique des inondations. C'est ça, effectivement. Okay. Ça change, changement climatique, on l'a vu, parce que depuis 2008, je vous dirais que c'est plus souvent. Là, vous avez également, là, je veux que vous me parliez de ça, les stations météorologiques. Donc, ça vous donne quoi, ça? La même chose, si je vois sur la première, qui est celle-là de Baie-Saint-Paul, c'est celle-là qui est située sur la caserne. Donc, c'est la même chose, on va prendre les données. C'est les données, je vous dirais, c'est les données d'aujourd'hui, puis du mois environ pour ce qui est de la quantité d'eau. Nous autres, en arrière de ça, on a les données depuis 10 ans. Oui. Fait qu'on est capable de faire des modèles de température qui s'est passé, des changements de température depuis 10 ans. Ici, à Baie-Saint-Paul, il y a vraiment des augmentations. Et ça, on le voit, là, on le voit comme ça, tel. Il faut rentrer dedans. Il faut faire des demandes pour aller chercher l'historique. Par contre, les gens, ce qu'ils voient, aujourd'hui, il fait 10,6 degrés, ressenti 10 degrés. Donc, ça, c'est la météo en temps réel. C'est ça. C'est ce qui est aujourd'hui, effectivement. Puis vous avez aussi un système de caméra. Bien, celle-là, je pense que c'est celle-là que les gens aiment le mieux, là, qui vont bien. Oui, c'est le plus intéressant. Ben, en tout cas, le plus... Je vais aller direct à celle-là qui intéresse beaucoup le monde, c'est celle-là du quai. Caméra du quai, bien sûr. Bien sûr. Là, en ce moment, elle était positionnée, puis elle va rester pas mal de même tout l'été, elle est positionnée pour, quand on a eu les hautes marées, pour voir où est-ce que la marée est en train de déborder. C'est la première place que ça déborde à Baie-Saint-Paul dans les hautes marées. Sinon, j'avire au printemps parce qu'ils sont tout ajustables. J'avire vers la marina. OK. Puis là, on voit le couvert de glace. Où est-ce que le couvert de glace est parti? Donc, on peut faire un suivi facile à la maison. Ça prend 5 minutes, puis je fais un tour d'horizon de toute la ville. Fait que j'en ai à Léo-Cochon, j'ai une caméra à Léo-Cochon. Fait que je suis capable de faire... il y a des pluies abondantes cette nuit, il y en annonce encore cette semaine. Ça fait que je me lève 5 minutes, puis on voit le tour du territoire. C'est un outil que vous avez développé pour assurer la sécurité civile dans Baie-Saint-Paul. Pourquoi vous avez décidé de rendre ça public? Parce que ça pourrait... Dites-moi, là, c'est quoi le sens de la démarche? Parce que c'est vos outils que vous avez depuis longtemps. Là, oui, bien, ça date de ce projet-là. Je suis rentré en poste en 2008, et en 2008, on avait eu des inondations majeures. On avait perdu le quai, et on avait évacué des gens dans le coin de Léo-Cochon. Il y avait de l'eau jusqu'à la taille, puis on n'avait même pas été avertis. On ne savait même pas que les gens étaient en difficulté. Il ne pleuvait pas à Baie-Saint-Paul. Fait qu'il fallait se faire un moyen pour aider les gens. On ne peut pas empêcher la rivière de sortir ou des affaires de même, mais on peut être en amont. En amont, puis aller aider les gens à remonter les choses des sous-sols. On peut aider les gens. Vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà. Et voilà, c'est ça. Ça vient de là, et aussi parce qu'il y avait des subventions d'associer à ça. Donc, il fallait le rendre public à tout le monde. Anciennement, on l'avait, il a été amélioré. Si les gens vont sur le site, il y a des fois, les sondes ne fonctionnent pas. Faites-vous-en pas. On change de technologie. La technologie avance vite. Donc, on est rendu sur des cartes SIM, là. Alain Gravel, merci pour le site hydrométéocharlevoix.net. On invite les gens à le fréquenter parce que ça nous permet de voir venir les choses. Si vous avez des commentaires puis pour de l'amélioration, on est toujours ouvert. Alain Gravel, merci beaucoup. Plaisir. De plus en plus, les maraîchers de la région doivent compter sur les marchés de proximité pour assurer leur rentabilité. Lydia Duchesne s'est rendue au jardin de Cap-aux-Oies. L'agriculture, on le voit, là, il y a une porcherie qui vient de fermer aux éboulements. Les fermes ferment. Généralement, il n'y a pas beaucoup de relève, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent reprendre la chose. Puis quand on démarre la ferme, bien, ça demande beaucoup de capitaux. Puis là, on est dans des marges qui sont très minces. Aller à la rencontre de producteurs maraîchers, c'est aller à la rencontre de la résilience. Charles-Emmanuel Gagnon-Coupal et Laurence Garot des Jardins de Cap-aux-Oies font partie de l'Association des fruitiers et maraîchers de Charlevoix. C'est une association qui regroupe une vingtaine de membres à ce jour. Avec le renouveau agricole qu'il y a en ce moment, il y a tellement de fermes
qui s'implantent partout sur le territoire. On a décidé collectivement de se resserrer les coudes ensemble puis de créer un petit réseau qui pourrait se représenter puis faire valoir ses intérêts. De quelle façon elle fait valoir ses intérêts? De quelle façon ça sert à ses membres? Bien, il y a plein d'axes. Il y a la mise en marché collective, il y a la représentation politique, il y a du réseautage, des visites de ferme, il y a des activités de formation. Des achats collectifs. Grâce à cette mutualisation des ressources matérielles, humaines et du savoir-faire, les membres de l'association unissent leurs forces et élaborent différents projets, comme celui d'un marché ambulant dans les déserts alimentaires de la région. Un désert alimentaire, là, c'est ce que le gouvernement dit. c'est le gouvernement qui définit certaines zones où c'est difficile de s'alimenter. C'est-à-dire, par exemple, que ça prend plus que, je vais dire un chiffre, là, 20 minutes pour se rendre à l'épicerie, qu'il faut absolument une auto, que tu n'as pas nécessairement tous les produits disponibles. Puis ben, dans Charlevoix, à cause qu'il y a beaucoup de distance entre les municipalités puis qu'il n'y a pas des GA dans chaque village, ben, il y a plusieurs villages qui sont nommés comme déserts alimentaires. Dans Charlevoix, toutes les municipalités, à l'exception de Baie-Saint-Paul et la Malbaie, sont considérées comme étant des déserts alimentaires. Pour l'instant, le projet débute cette année, donc c'est un peu une année test. Là, ça va être juste pendant l'été, donc on vise un 11-12 semaines environ, pendant lesquelles on ferait des marchés, dans le fond. Fait que soit on irait dans les municipalités faire un mini-marché avec tous les produits des différentes fermes participantes pour les rendre disponibles à la population, ou sinon, à Notre-Dame-des-Monts, par exemple, on a un partenariat avec la petite épicerie qui est là, où on pourrait approvisionner l'épicerie en légumes et en fruits. Pour cette première édition, le marché ambulant se rendra à la coop L'Affluent de Petite-Rivière-Saint-François, à l'Île aux Coudres et à la coop alimentaire de Notre-Dame-des-Monts. À cela s'ajoute la présence des producteurs dans les marchés publics réguliers. C'est l'activité sociale de choix, premièrement, puis c'est notre manière de rencontrer les citoyens et citoyennes de Charlevoix. C'est le meilleur canal pour s'alimenter localement de saison avec des produits ultra frais. Il y a beaucoup de fermes pour qui c'est leur gagne-pain. Puis, dans le contexte économique en ce moment où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'inflation et des coûts du panier d'épicerie, ben c'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Non seulement si on veut conserver la pérennité économique de nos fermes sur le territoire, mais si on veut aussi consolider nos prix d'achat. Parce que à travers la saison, si les coûts continuent à monter, ben la bouffe ne va pas arrêter de monter. Sauf que toutes les fermes dans la région, ben là, on a tout acheté notre stock pour produire. Fait qu'on est capable de fixer nos prix. C'est la même chose avec les paniers bio. C'est une manière de fixer son prix d'épicerie au niveau des fruits et légumes de saison. Cette précarité financière du milieu agricole pèse d'ailleurs lourd sur les producteurs qui ont besoin du soutien de leur communauté par l'achat local avant tout. On ne peut cesser de parler de la santé mentale des agriculteurs, agricultrices. Je pense que c'est un métier qui est extrêmement demandant en termes d'énergie, comme plein d'autres, mais c'est une énergie qui est vraiment saisonnière. Puis on est sur nos fermes à tous les jours pendant des journées de 10-12 heures, donc ça fait que c'est difficile de prendre du recul un peu. Donc en pleine saison, je dirais que ça peut être stressant, puis ça peut être difficile d'avoir une vision d'ensemble puis stratégique sur nos entreprises. Surtout qu'en ce moment, la situation économique fait que c'est vraiment compliqué, les choses changent, les chaînes d'approvisionnement sont complexes, c'est difficile d'avoir les choses qu'on a de besoin dans le bon moment, tout coûte plus cher, autant au niveau de la construction qu'au niveau des intrants. Donc, c'est sûr que c'est difficile à ce niveau-là. Les producteurs vous invitent donc à consulter le site du Réseau des fermiers de famille pour vous abonner au panier bio disponible près de chez vous. Notez d'ailleurs que différentes formules plus flexibles sont maintenant proposées pour faciliter l'accès à ce service. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que les gens s'abonnent à la ferme au printemps. On donne un rabais sur leur abonnement, un rabais au niveau du prix. Là. Et quand ils viennent la première fois chercher leurs légumes, ils reçoivent une carte. Puis cette carte-là, c'est comme une ardoise, puis ils peuvent prendre
tout ce qu'il y a sur notre étal. Fait qu'on fait comme un marché public, mais les gens ils viennent puis ils prennent ce qu'ils veulent, en quantité, en diversité. Donc, si cette semaine-là, tu reçois de la visite, ou si cette semaine-là, c'est ta semaine de garde de tes enfants, tu peux en prendre plus. T'en prends plus. Si Pour t'es en prendre seul, moins la semaine t'en prends suivante. moins. Si tu pars en vacances, il n'y a aucun problème. T'as pas perdu ton panier. T'as pas perdu ton panier, t'as pas besoin de nous appeler, t'as pas besoin, tu sais, c'est le plus simple possible. On doit manger, tu sais. Fait que si on peut bien manger, puis manger de la manière la plus intelligente et la plus responsable écologiquement aussi possible, ben faisons-le. Puis mettons l'énergie puis l'amour qu'il faut dans ce projet-là. Moi, je considère que c'est un projet de société, là, comme la santé, comme l'éducation. Les fermes qui sont ici, ben il faut en prendre soin en allant acheter du stock. Ça semble, ça peut pas être plus simple que ça, là, mais c'est pas vraiment de l'encouragement que les producteurs et productrices ont besoin. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui viennent nous voir au marché public, qui s'abonnent au panier, qui achètent notre stock à l'épicerie, qui viennent à nos kiosques. Si vous aimez produire vous-même vos légumes, les Jardins de Kaposois organisent également une vente de plants à la fin mai. Consultez leur site web pour en connaître les détails. Du 1er au 7 mai, c'est la semaine de la santé mentale. Et pour en parler, j'accueille Hélène Savard de l'organisme La Marée. Madame Savard, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue à TVCO. Merci. Quand on parle de santé mentale, on parle de quoi exactement? On parle de santé mentale quand on parle de bien-être. Bien-être qui nous permet de se réaliser dans la vie. Ça, je parle d'une santé normale. Oui. Santé normale. Qui nous permet de faire face aussi à l'anxiété, des fois occasionnée par certaines situations, mais on passe au travers sans problème. C'est vraiment ça, la santé, c'est avoir un équilibre dans notre vie, puis qu'on répond, on fait face aux aléas de la vie sans difficulté. C'est très vaste quand même, là, le champ que vous nous proposez. À partir de quand on peut dire qu'il y a des problèmes de santé mentale? Parce qu'on a tous des épreuves, on a tous à vivre des hauts et des bas, mais à partir de quand on franchit le seuil de la maladie mentale? On franchit le seuil de la maladie mentale quand on commence à avoir de la difficulté à revenir à notre état antérieur. C'est quand que l'anxiété ou il y a des phénomènes qui se passent dans notre tête qui sont... c'est pas dans notre habituel de la vie. J'entends des voix, puis ça, je n'entendais pas avant. Tu sais, je dis, l'autre me parle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il arrive un moment où on perd le contrôle de son quotidien. Oui, mais il faut dire qu'il y a certaines maladies mentales qui sont quand même héréditaires, où on peut avoir la génétique et on la développe. Par exemple? Si on parle un état dépressif? Un état dépressif, non, ça peut arriver avec un événement particulier qui va nous... Mais qu'est-ce qui est héréditaire? La schizophrénie, le trouble bipolaire, souvent, il va en avoir dans la famille. C'est pas nécessairement qu'on va le développer. Nous autres, on a une différence entre trouble et maladie. On peut présenter un trouble de santé mentale avec tout ce qui s'enchaîne là, comme symptômes, mais on peut être porteur. Comme le trouble de personnalité limite. Donc, on ne sait pas si ça va se développer ou pas. C'est ça. Mais des fois, on s'aperçoit qu'on a un petit quelque chose, mais on est en contrôle. Tu sais, il arrive un événement particulier, puis on réagit fortement, mais on reprend notre contrôle. Fait que là, on se dit, bon, ben c'est correct, ça passe. Qu'est-ce qu'on va souligner d'une façon particulière durant cette semaine de la santé mentale du 1er au 7 mai? Ce qu'on va souligner surtout, c'est on va demander à la population d'être... de comprendre, d'être moins stéréotypés, de moins les éliminer, les exclure de leur vie. C'est la problématique de la santé mentale, présentement, il y a une grosse problématique, c'est la non-compréhension des autres. Tu sais, dans une famille, il y en a un qui a une problématique, là, puis on va le tasser, on ne veut pas le dire, on ne croit pas à ça. Ostraciser. Oui. Oui. Fait que à ce moment-là, dans la semaine de la santé mentale, on va essayer d'expliquer c'est quoi la maladie mentale, comment qu'on doit travailler avec ces gens-là, que leur ouvrir notre porte, c'est les aider à quelque part. Vous êtes intervenante dans le domaine depuis quelques années déjà.
Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Parce qu'il me semble qu'il y a eu des campagnes qui commencent à porter fruit. Je pense entre autres à Belle pour la cause. Là, on en parle beaucoup de santé mentale à ce moment-là. On revient avec une semaine de la santé mentale. Avez-vous l'impression que les perceptions ont changé depuis quelques années, où des gens s'ouvrent plus sur leurs problèmes et témoignent? On commence. Et c'est ça qu'on veut, que ça continue. On veut que ça... Il y a encore, malheureusement, surtout en région, dans les petits coins, les petites places, on n'aime pas ça que les autres le sachent parce que tout le monde se connaît. Donc, on essaye de ne pas ouvrir là-dessus. Mais souvent, il y a des gens qui ne consultent pas parce qu'ils ne veulent pas que les voisins le sachent. Tu sais, ça va jusque-là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est on veut ouvrir ça. Effectivement, Belle Cause, puis La Cause, puis d'autres, des artistes qui se dévoilent, on peut le dire, publiquement, comme ayant souffert de bipolarité, de dépression nerveuse, d'anxiété. Ça commence à porter fruit. Mais on en veut plus encore. Oui. Et est-ce que vous avez des impacts de ça à la marée comme tel, l'organisme, par rapport aux services que vous offrez aux personnes qui souffrent de santé mentale? Est-ce qu'il y a une recrudescence de demandes? Surtout qu'on est après pandémie, les gens ont vécu des situations particulières. Comment vous vivez ça à la marée présentement? À la marée, on vit ça assez... Oui, effectivement, qu'il y a une augmentation depuis la pandémie. OK. On a eu une augmentation. On a eu beaucoup pendant la pandémie parce que nous, on a resté ouvert. On était en télétravail, mais on a resté accessible aux gens. Il fallait être là pour eux. Oh oui, il fallait être là pour eux parce qu'on a eu quand même beaucoup d'appels de gens qu'on a rejoints, qu'on a suivis par téléphone. Il y avait de la détresse. Il y avait une augmentation des symptômes. Les gens qui souffrent d'une santé mentale, il faut qu'il y ait un équilibre dans leur vie, malgré la maladie. Il faut qu'il soit une routine. Oui. Et là, avec la pandémie, la routine là, a un peu foutu le camp. Fait que là, ça a augmenté les symptômes. Puis le fait que les gens ne sortaient pas de leur maison, étaient plus en contact avec les proches dans la maison, donc ça augmentait souvent et ça diminuait leur bulle, leur espace de vie. Leur routine. Il est habitué de manger à telle heure, il est habitué de prendre son bain à telle heure, mais là, il y a d'autres mondes dans la maison qui vont prendre leur bain à cette heure-là parce qu'avant, ils ne prenaient plus de bonne heure, mais là, ils n'ont pas besoin. Comprenez-vous? C'est un déséquilibre assez fragile. L'équilibre d'une trouble de santé mentale, c'est très fragile. Est-ce que les ressources sont suivies? Plus de demandes? Vous êtes un organisme communautaire, vous êtes dans le domaine de la santé mentale, bien sûr. Est-ce que le soutien que vous avez a augmenté en même temps que la demande a augmenté pour vos services? On sait que le gouvernement a augmenté les sous en santé mentale. Oui. On attend ça va débouler là, dans les organismes en santé mentale. C'est comme en cheminement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous allez avoir votre part du gâteau des nouveaux budgets. On devrait avoir une part. Je vous dis ça sur toute réserve. Selon ce qu'on a entendu, on va avoir ça, quand, je ne sais pas. Mais effectivement, qu'on est quand même bien soutenu par Centraide, on est soutenu par le CIUS, Mais vous devez également aller chercher du financement autonome. Et là-dessus, je pense que vous préparez des activités d'autofinancement dans les prochains mois. Parlez-moi de ça un peu. On fait des activités régulièrement. Je sais d'où ce que vous voulez avoir. À chaque année, on fait une conférence. Oui. Mais elle est gratuite, la conférence. Okay. On ne va pas chercher de sous. On a une petite boîte là, de contribution volontaire. À chaque conférence, on a des sous dedans. Les gens apprécient la conférence. Mais c'est même pas pour se financer parce qu'on veut que le plus de gens possible profitent de la conférence. Habituellement, c'est tout le temps quelqu'un qui vient, qui a un trouble de santé mentale ou qui vit avec une personne qui a un trouble de santé mentale. On a déjà eu des médecins qui sont venus nous expliquer certaines pathologies. À chaque année, à l'automne, on fait une grosse conférence. Cette année, c'est... allez-y. Nul autre que Michel Courtemanche. Qui va venir faire la conférence. Et c'est prévu pour quelle date? C'est prévu pour le 17 octobre à la Malbaie. L'endroit exact, je ne l'ai pas parce que ce n'est pas encore défini, mais surveillez ça. Sur notre site Internet de la Marée, tout va apparaître. Là. Et c'est la même adresse pour ceux qui auraient besoin de vos services ou qui veulent avoir des informations? C'est la même adresse sur la Marée, @lamarée.ca. Vous pouvez nous envoyer. Sur notre site Web, il y a une place que si vous voulez avoir quelqu'un qui vous appelle, vous avez besoin d'être rencontré par un intervenant, vous nous l'envoyez sur notre site. La personne qui est en charge du site, elle le reçoit et elle nous transmet à l'intervenant parce qu'on en a quand même pour les enfants. On va de 6 ans à personnes âgées.
Fait qu'à ce moment-là... les différents intervenants peuvent être là pour aider les gens qui en ont besoin. On a un volet enfance-jeunesse, 6 à 17 ans, c'est Cathy Villeneuve qui s'en occupe. Oui. On a un volet aussi adulte qui est... on est quand même 4 intervenants dans le volet adulte. Puis plus spécifiquement, on a aussi un volet santé mentale au travail. Parce qu'on le sait que des fois, dans les compagnies... il y a des besoins. Il y a des besoins. Il y a une personne qui ne file pas, puis ils peuvent offrir... Ou même nous autres, on va les rencontrer des fois pour les dirigeants, pour leur... Comment composer avec ces gens-là? Parce qu'il y en a qui ont besoin de continuer à travailler. Ils ont, une diminution de leur état actuel, une perturbation, mais on va amener le dirigeant à travailler avec de telle façon. Bien, Hélène Savard, on vous remercie d'être venue nous voir et on vous souhaite la meilleure des chances avec la marée. Merci. À la prochaine. TVCO est membre de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et nous avons accueilli récemment dans nos studios Amélie Hintz, qui est la directrice générale de notre fédération. Discussion autour de l'avenir et du rôle des télévisions communautaires. Madame Amélie Hintz, bonjour. Bonjour. On vous accueille parce que vous êtes en tournée auprès des membres dont nous sommes de la Fédération. Quel est l'objectif de cette tournée? Bien, c'est d'aller rencontrer chaque membre individuellement dans son environnement. On a commencé la tournée, je dirais, on en a fait quelques-uns en décembre avant l'hiver, puis là, on recommence à partir sur la route un petit peu plus loin de chez nous, puisqu'on est basé à Victoriaville. On a attendu que la neige fonde un petit peu. L'objectif, c'est de mettre à jour, en fait, nos données sur les membres. Donc, ce qu'ils font. La production, il y a combien de personnes qui travaillent à la télévision, combien de bénévoles gravitent autour de tout ça. Puis on veut savoir aussi c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis nous, on prend énormément de notes pour après ça partager ça avec tous les autres membres là, pour faire un beau rapport finalement. Ça nous ramène au rôle de notre fédération qui représente les intérêts des télévisions communautaires autonomes. Si on en parlait un peu, comment vous définissez le rôle de la fédération en 2023? Je dirais que notre rôle premier, bien, en tout cas, mon rôle à moi, c'est vraiment de représenter les membres auprès de différentes instances gouvernementales. Évidemment, quand il y a des projets de loi qui sont votés qui ont une instance sur les télévisions, donc c'est surtout au niveau de la radiodiffusion, donc au niveau du CRTC et du gouvernement fédéral, le patrimoine canadien. Mais évidemment, on a aussi beaucoup de liens avec le gouvernement québécois, donc il y a aussi beaucoup de représentation à faire là. Donc, il y a ça, mais on a aussi un rôle d'accompagnement, de support à nos membres. On leur donne beaucoup d'informations, des accès à des formations. Maintenant, vous avez commencé votre tournée là, à la fin de l'an dernier et vous continuez. Oui. Est-ce que déjà, il y a des choses qui ressortent là, dans ce que vous avez comme constat de vos rencontres? Est-ce qu'il y a des faits saillants qui déjà attirent votre attention? Oui, je dirais que la question du numérique, même si on en parle depuis déjà plusieurs années, c'est toujours très présent parce que dans les dernières années, il y a eu quand même une baisse d'abonnement au câble et la plupart de nos télévisions sont diffusées sur le câble. Donc, ça a une incidence et financière et d'écoute parce que nécessairement, s'il y a moins d'abonnés au câble, il y a moins de personnes qui ont accès à une télévision communautaire, donc à leur information locale. Donc là, c'est de savoir comment on peut se repositionner dans ce nouveau environnement-là. Pour se faire voir, puis rester toujours pertinent parce que ce qui est produit chez les télévisions communautaires, c'est de l'information locale qu'on ne retrouve pas ailleurs parce que les grands réseaux ne sont pas présents dans les petites régions. Donc, c'est d'autant plus important. Donc, les enjeux sont parmi comment on fait le passage au numérique ou comment on garde notre place dans le milieu? Comment vous présenteriez les enjeux que vous voyez venir pour les prochaines années pour les télévisions communautaires? Bien, c'est un peu de tout ça, évidemment. C'est de réussir à se positionner comme un acteur de notre milieu, mais aussi de réussir à être découvrable sur un médium qui est le web, qui est bombardé d'un paquet d'informations. Des fois, c'est difficile d'être découvrable à l'intérieur de ça parce que l'offre est tellement plus grande qu'elle l'était avant. Mais il y a aussi l'enjeu de financement parce que quand le financement diminue, nécessairement les ressources pour les télévisions diminuent, donc c'est plus difficile de fonctionner. Donc, c'est sûr que ça, c'est des enjeux très importants.
Au cours des prochaines semaines, vous allez rencontrer les quelques, on dit quoi, 40 membres de la Fédération présentement? Vous êtes à combien de membres présentement? Oui, on est à 42 membres. Vous allez faire la tournée des 42 membres? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il va en résulter une espèce de rapport ou à quel moment vous allez nous revenir en disant, on a fait la tournée puis voici nos constats? On peut s'attendre à un suivi dans ce sens? Vers quel moment? Normalement, cet été, on va pouvoir rédiger le rapport, faire vraiment colliger toutes les données. Puis on espère, on devrait, c'est sûr qu'on va être prêt à présenter le tout à la prochaine Assemblée générale annuelle qui a lieu à la fin du mois d'octobre prochain. Amélie Heinz, je vous souhaite une bonne tournée. Je vous remercie d'être venu nous voir. Ça fait plaisir, merci. Avec son projet de maison-théâtre, l'acteur et metteur en scène bien connu Yves Desgagnés, originaire des Éboulements, souhaite partager son amour du théâtre avec les Charlevoisiens. C'est une espèce de cadeau que j'aimerais offrir à mes concitoyens, de leur donner un peu ce que j'ai tant aimé. Je pense encore que le théâtre, plus que jamais, a une fonction humaine bien importante. En dehors du spectacle, c'est cette rencontre-là. On ferme nos cellulaires, puis il y a un paquet de monde en même temps qui se touche, qui se parle, qui prennent un verre à l'entracte. Et cette vie-là humaine, moi, elle m'a beaucoup manqué pendant la pandémie. Aussitôt que j'ai lancé autour de mes amis puis du milieu que j'allais ouvrir un petit théâtre des Éboulements, et tout à coup, j'ai eu plein de nouveaux amis. Ah ben Yves, on a fait pas mal de tours à Montréal, patati patata, ce serait... Écoute, as-tu vu, j'ai ce... Alors là, je reçois des pièces de théâtre, je reçois des propositions de gens qui ont fait des spectacles solo. Entre autres, j'ai déjà programmé dans mon esprit le spectacle de l'actrice Julie Vincent qui s'appelle « La chair de Julia », qui est une pièce exceptionnelle. Maude Guérin est en train de se magasiner une maison dans Charlevoix parce qu'elle voudrait même quitter sa carrière à la télévision pour s'en venir à temps plein ici. Donc, chez Sylvie Léonard. Et j'ai eu la chance de travailler avec plein de monde dans ma vie. Donc, le recrutement ne semble pas trop difficile. De venir contribuer au tourisme culturel et également à contribuer à amener le théâtre dans la région de Charlevoix, puisqu'il n'y a pas de théâtre professionnel actuellement dans Charlevoix. Et je pense que c'est une offre culturelle qui manque. Alors, c'est un bâtiment avec une architecture unique qui est vraiment au cœur du village des Éboulements, en biais avec l'église, pour être plus précis, et qui se distingue, entre autres, par ses lucarnes rondes. C'est un bâtiment de 1860. Et la maison, elle a toute une histoire. Alors, c'est une maison qui avait 6 chambres à coucher, etc., mais qui a été à la fois un magasin général, qui a été un restaurant, qui a été aussi un salon mortuaire pendant de très nombreuses années. Et il s'est terminé avec un magasin de bonbons. Donc, elle a eu toute une vie. Puis maintenant, on va avoir les vrais bonbons, c'est-à-dire le théâtre qui va être là. Il faut bien sûr, d'abord, je tiens à préciser que notre vœu à tous les deux, c'est de conserver au maximum tout l'aspect de cette maison-là. On veut vraiment la restaurer. On ne parle pas de rénovation, mais de restauration. Avant de commencer à solliciter des gens puis avoir de l'argent, je voulais quand même que les gens aient une idée de qu'est-ce qu'était le projet. Donc, j'ai passé la toute dernière année, un peu comme je vous le montre, là, à faire des rendus, à dessiner des choses, puis à dire... Et là, on est à l'étape, justement, où là, on aimerait que ce projet-là soit entre les mains de mécènes. Et ça, ce serait extraordinaire. Bien sûr que le ministère de la Culture, il y a la MRC, il y a différents organismes comme ça. Puis on est déjà en train de faire des demandes de subventions. Mais c'est drôle, hein? Mais Charlevoix, il y a beaucoup de gens à leur retraite. Et je veux quand même dire ceci, c'est que chez les francophones, c'est nouveau, le mécénat. Pour une raison bien simple, comme disait un de mes frères, on mangeait le mastic après châssis. On était tous pauvres, les francophones. On n'avait pas de maudite scène. Comment veux-tu
Comment veux-tu donner à l'art? L'art n'était pas la priorité. Alors que si on regarde les communautés anglophones ou même les communautés juives aussi, c'est dans leur ADN qui arrive à un moment donné, tu as accumulé des choses dans ta vie et tu redonnes à ta société dans un projet culturel. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Moi, je suis la première génération qui est allée à l'école. Comme mon père, j'ai dit, Père, quelle sorte d'études tu as faites dans ta vie? Puis il m'a répondu, un matin, je suis allé à l'école, mais la maîtresse n'était pas là. C'était ça, ces études à mon père. Je trouve que ce serait formidable. Et ce type de projet-là, même, on est prêt à nommer la salle du nom d'un grand donateur, ou 2 ou 3 donateurs, parce qu'on a fait l'évaluation, Martin, et ça peut paraître un chiffre énorme pour les gens qui nous écoutent, mais c'est autour de 2 millions, puis avec les taxes, 2,3 millions, ce qui est le prix d'un condo au centre-ville de Montréal. À mon avis, c'est très peu de sous. Pour créer une institution culturelle, puis un petit centre de formation, puis un centre où les jeunes vont... Il y a 14 écoles primaires dans Charlevoix. L'actrice Valérie Blais s'est associée à mon projet et elle va s'occuper de la formation et d'initier les jeunes enfants aux arts de la scène. Alors, tout ça est déjà organisé. On a déjà tout un programme de développer là-dessus. La même chose pour les adolescents. Et en plus, la moitié de nos répétitions qu'on va faire là, ils vont être ouvertes au public. Et ça, c'est une chose qui n'existe pas ici au Québec, où les gens silencieusement vont venir dans la salle, venir voir comment on travaille avec des acteurs, comment un acteur assimile un projet. Et ça va être ça formidable. Et je veux tout simplement faire un appel très simple à ceux qui ont quelques zéros dans leur compte de banque et qui seraient très fiers de contribuer comme ça à la suite du monde, parce que ce monument-là va nous survivre, alors que moi, mon échéance est imminente, comme tous ceux qui nous écoutent en ce moment, même ceux qui vivront jusqu'à 150 ans, c'est demain matin, 150 ans. Et je me dis, bien, laissons donc aux générations qui nous suivent un théâtre vivant. Mais chaque soir, on déballera comme ça, comme un cadeau, chacune des représentations. C'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la prochaine.